Et les médias sont aussi feignants et ils ciblent leurs attaques. Donc ils se gardent bien, par exemple, de consulter les déclarations de la France Insoumise qui sont faites depuis des années et qui bataillent pour mettre fin à des massacres partout dans le monde, dans différents pays. Et donc c'est clair qu'il y a un barrage médiatique qui empêche parfois de rendre visibles toutes les batailles menées par la France Insoumise, que ce soit en RDC. Si ça ne leur permet pas de nous taper dessus, voilà, ils ne parlent pas de nos positions. Ouais. Ils parlent de nos positions quand ils considèrent que ça va pouvoir leur permettre de mener une campagne de dénigrement contre nous. Il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est qu'on parle les médias, pour parler des médias traditionnels, on en oublie que les réseaux sociaux, ce sont aussi des médias détenus aussi par des grands milliardaires. Et en fait, ça reste des médias qui restent tout de même contrôlés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'utilise pas le terme Palestine, mais on utilise le terme pastèque, on comprend que l'algorithme, en fait, c'est pas quelque chose de 100% libre et que l'algorithme a, mine de rien, de l'influence sur l'agenda médiatique des réseaux sociaux. Et par conséquent, j'ai remarqué que du coup, chez la France Insoumise, vous êtes des pros des réseaux sociaux, vous savez bien communiquer sur les réseaux sociaux, vous maîtrisez l'algorithme. Et je me disais, est-ce que justement, cet algorithme, et on en revient à la question de la sélection des sujets, est-ce que ça n'a pas de l'influence justement sur votre agenda politique ? C'est un risque, c'est sûr. En fait, alors pour préciser, je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire que les réseaux sont un média. Et c'est vrai que quand je parlais des médias tout à l'heure, je parlais en vrai des médias traditionnels, on va dire des chaînes de télévision, des radios, des chaînes d'information en continu, de la presse écrite. C'est les médias traditionnels. Et les médias traditionnels, on pourrait faire quasiment une émission complète pour montrer à quel point leurs influences, les influences économiques pèsent sur les lignes éditoriales, le contenu des médias, etc. L'émergence des médias alternatifs à travers les réseaux sociaux, au sens large, que ce soit les réseaux sociaux ou des médias qui ont pu être faits sur Internet, sur YouTube, etc., ça a quand même produit une opportunité qui est de contourner l'officialité des médias traditionnels. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas aussi des inconvénients et des risques. Et parmi les inconvénients et les risques, c'est clair que ceux qui détiennent les réseaux sociaux, ils ont un pouvoir parce qu'ils peuvent agir sur l'algorithme pour faire passer telle ou telle idée ou au contraire minorer telle ou telle idée. C'est clair. D'ailleurs, il suffit de regarder, je ne dis pas que c'était parfait avant, l'évolution de X depuis le rachat par Musk et avant, on voit bien que les contenus d'extrême droite, racistes, sexistes, homophobes, ont dorénavant un poids, ils sont valorisés avec l'algorithme, alors qu'avant, je ne dis pas qu'ils étaient inexistants, mais en tout cas, manifestement, il y avait au moins un discours officiel de ces plateformes de les combattre. Donc moi, je suis d'accord avec le fait de dire que c'est une difficulté, c'est un inconvénient, mais peut-être que c'est une difficulté et un inconvénient qu'on arrive encore quand même bien ou mieux que dans les médias traditionnels à contourner. On a réussi, je pense, davantage à faire rentrer, parce que tu l'as dit toi-même, il y a l'intelligence des gens a permis d'avoir aussi des formes de contournement, de déblocage qui pouvaient être mis en place par les plateformes. En tout cas, par exemple, si on reprend cet exemple de ce qui se passe à Gaza, on a eu plus facilement accès à un discours alternatif et à des faits alternatifs à travers les réseaux sociaux qu'à travers les médias dominants, honnêtement. Pour autant, nous, on a toujours dit qu'il fallait combattre sur tous les terrains. Donc il faut combattre sur le terrain médiatique, avec toute la difficulté inhérente. C'est que tu ne vas pas dans une interview, tu vas dans un interrogatoire. Tu ne vas pas sur un plateau de télévision, mais tu es dans une garde à vue. Et c'est pas un débat tranquille comme on est en train d'avoir ici, c'est un match de boxe. C'est ça les médias dominants aujourd'hui quand tu veux défendre les idées qu'on défend. Et il faut se battre aussi sur les réseaux sociaux, et malgré les problèmes. Et les problèmes, c'est notamment la tentative de les museler. Donc il faut travailler sur d'autres réseaux sociaux. En fait, à mon avis, il faut toujours être très attentif aux autres réseaux sociaux qui vont pouvoir émerger. Il faut essayer de développer nos propres réseaux sociaux et qu'ils soient moins détenus par des grandes firmes avec des milliardaires qui ont un poids sur l'algorithme. C'est ce qu'on essaye de faire. On est très attentif à tous les nouveaux réseaux sociaux qui émergent. Voilà, moi, comment je pense qu'il faut répondre à cette question. Le mieux, ce serait qu'on ait nos propres médias, ou qu'on ait des vrais médias indépendants, alternatifs, qui sont détenus par les gens, et qu'on ait nos propres réseaux sociaux. Ça serait la solution idéale. Le problème, pardon, je ne vais pas être trop long, c'est que pour avoir un média, il faut avoir des milliards d'euros et des millions d'euros, et on ne les a pas forcément, et pour avoir des réseaux sociaux. Ça peut créer un entre-soi. On peut se retrouver avec les gens de droite sur X et les gens de gauche sur un nouveau média. Et ça peut créer un entre-soi qui sera peut-être pas forcément bon aussi.
Ouais, et alors, pardon, on est en retard, c'est ça? Bah, faut qu'on avance. Voilà. Alors, je fais une dernière réponse, ouais. mais parce que c'est un débat super intéressant. C'est aussi, y compris un débat qu'on a beaucoup eu, nous, sur, tu vois, on se disait, mais donc il faut des médias alternatifs, mais comment on fait en sorte que les médias alternatifs, ça ne soit pas des médias où il n'y a que les déjà convaincus qui vont les regarder, parce que le principe d'un média, quand même, c'est d'essayer de toucher des gens qui ne sont pas déjà convaincus. Et donc, on a eu toute une réflexion aussi, pareil, je ne dis pas qu'elle est parfaitement aboutie, mais on a eu toute une réflexion sur comment le média alternatif, il n'est pas forcément chiant, il n'est pas forcément super classique, traditionnel, on va faire une grande conférence pendant 1h30 où les gens vont les perdre. Et d'un certain point de vue, ce qu'on est en train de faire ce soir est un élément de la réponse. C'est-à-dire que vous venez aussi avec... vous y portez aussi l'idée que vous faites de ces sujets politiques, et le fait que moi je puisse parler avec vous va peut-être donner accès à des gens qui vous regardent d'habitude vous à un discours que moi je vais avoir qu'ils n'auraient pas forcément regardé directement. C'est un élément de la réponse en quelque sorte, d'essayer de travailler à des contournements des médias traditionnels, mais qui ne soient pas des contournements de niche où on va se parler juste nous entre militants politiques avec notre discours, notre vocabulaire, notre langage, qui va être regardé que par des gens qui sont déjà d'accord avec nous. Tu vois, on essaye. En fait, c'est une bataille. Et cette bataille, il faut essayer de trouver tous les moyens. En face, on a des adversaires qui défendent un projet politique. Et leur projet politique, il nécessite qu'on ne puisse pas avoir de débat éclairé, tranquille. Et donc, cette bataille-là, on la mène. Et on la mène avec les outils que nous, on peut avoir. Et nous, on n'a pas les outils qu'eux, ils ont. On n'a pas les fortunes qu'ils vont avoir, qui vont leur permettre de payer des chaînes d'infos. On n'a pas ces outils-là. Mais on a d'autres outils. C'est le nombre, c'est la créativité populaire, c'est l'intelligence populaire, c'est la détermination. Et c'est l'idée qu'on se fait d'un monde qui pourrait être un monde différent. Voilà. Et donc, on utilise ces outils-là, tout simplement. Et je confirme que l'insoumission est un élément de réponse. Et c'est ce qu'on fait ce un soir. élément de réponse. Souvent, les femmes engagées, on les réduit à influenceuses. Mais influenceuse, ça n'existe pas. C'est-à-dire que quand on déclare nos revenus à l'URSSAF, il n'y a pas de catégorie influenceuse. Il y a vidéaste, il y a plein de choses, mais il n'y a pas influenceuse. Et en fait, ça discrédite et le fait que, en fait, on est un peu tous créateurs de contenu et on est un peu tous influenceurs, mais il n'y a personne qui est influenceuse. Et souvent, vraiment, on attaque spécialement les femmes. J'ai rarement vu... on a rarement dit qu'un... Je sais pas, j'ai jamais entendu quelqu'un dire que Louis Boyard, c'est un influenceur. Pourtant, il maîtrise super bien les réseaux sociaux, mais quand c'est Rima Hassan, directement, c'est une mannequin, c'est une influenceuse. C'est ça, c'est les biais sexistes, racistes. Mais surtout, ça devient creux, en fait. Ça devient juste une femme vide. Il n'y a rien à l'intérieur. C'est juste Rima Hassan, la silhouette. Et en fait, c'est une technique mais de manipulation, mais qui marche souvent. Et souvent, les gens qui vont venir reprendre, on l'a vécu récemment avec Nerina sur Internet, quelqu'un qui a voulu détourner un de mes propos. Et pourtant, je suis journaliste, parce qu'en France, à partir du moment où on fait du journalisme, même si on n'est pas reconnu par la profession, on a le droit de se revendiquer journaliste. Il faut juste préciser qu'on n'est pas reconnu par la profession. Et quelqu'un a détourné mes propos en disant l'influenceuse. Et au final, on se retrouve tout le temps à être des influenceuses et jamais des journalistes, des vulgarisatrices, des créatrices de contenu, comme si ce qu'on faisait ne valait pas et qu'on était juste de jolies silhouettes qui parlent. C'est une stratégie finalement pour disqualifier, mépriser, parce que tout ce qui a été dit contre Rima Hassan, alors qu'elle risquait sa vie avec l'équipage de la flottille pour briser le blocus, c'était en fait un mépris pur et simple de la part des éditorialistes, de la même façon que les attaques que vous avez subies sont aussi révélateurs de ce. Et ça montre que peut-être les mécanismes en fait, que peuvent subir les personnes qui sont exposées sur les médias traditionnels, on les subit aussi sur les réseaux sociaux, et qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui réutilisent les codes des médias traditionnels sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je suis étudiante dans les médias, et c'est pour ça que j'aime bien qu'on ne garde pas en fait les réseaux sociaux, qu'on ne les garde pas en tête comme étant un espace d'expression 100% libre. En fait, il y a énormément de biais, c'est énormément normé, il faut parler d'une certaine façon, il faut attraper le public, et ça fait qu'il y a des codes qui font que... Et la façon dont ça évolue, vu que ça remplace la télé, en fait, on s'est dit que ça va remplacer la télé pour en faire quelque chose de meilleur. Et en fait, non, ça remplace la télé pour reprendre les codes de la télé. Et c'est ça qui est triste, et c'est ça qui différencie ceux qui vont être considérés comme des influenceurs, des TikTokers, et ceux qui vont être considérés comme des journalistes, des politiques et tous les grades un peu respectés dans la sphère médiatique. Après, je pense... Pardon. Non, vas-y. Après, je pense qu'ici... ces chaînes de télé, ces extraits qu'on a vus, c'est surtout des extraits qui sont là pour prêcher des convaincus. J'imagine que c'est BFM TV qui a peut-être une moyenne d'âge de 50 ans et que, évidemment, et je le sais que c'est à but politique et que c'est pour discréditer, mais ces gens-là qui se moquent des réseaux sociaux,
il faut aussi le dire que c'est peut-être plus de leur âge, peut-être qu'ils sont aussi pas dessus et ils voient les réseaux sociaux, on va dire, d'une manière un peu réductrice. Alors je dis pas que c'est le média du siècle. Moi, étant technocritique, j'ai pas spécialement d'affection pour les réseaux sociaux. Je m'en sers juste pour faire passer mes messages. Mais je pense que ces gens font juste une hiérarchie en plaçant les réseaux sociaux ici pour l'information et les médias ici. Et de cette manière, ils discréditent un peu le combat de Rima Hassan, alors que, comme ça a été dit par Emmanuel Bompard juste avant, pour faire passer son message, on utilise tous les canaux possibles. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'aura farming? Non. L'aura farming. L'aura farming. En Farming, gros, c'est quand tu... pour vous expliquer, en fait, c'est une expression qu'on utilise beaucoup sur Internet en ce moment. On est sur Twitch, on est pour la culture d'Internet. L'aura farming, c'est, vous savez, cette petite punchline que vous allez lâcher à l'Assemblée nationale, ce petit geste, le fait de ne pas serrer une main, qui vous donne de l'aura. Ah, okay. Et après, ça va permettre de faire des, des clips, des edits sur TikTok. Okay. Et ça donne une bonne image, une image charismatique. Les filles, vous êtes connues pour beaucoup faire ça. Et je voulais savoir, lequel de vous deux fait le plus d'aura farming? C'est lui. Moi, je fais pas d'aura farming. Moi, je connaissais même pas le concept. Donc, vous êtes des références d'aura farming. C'est vrai? Sachez-le. Sans le faire exprès. Alors franchement, c'est... L'aura farming, c'est court ou c'est une punchline, une phrase, ou c'est juste un geste? Non, c'est vraiment faire l'action qui va faire que ça va être repris sur les réseaux sociaux avec des edits. Alors moi, je le fais un peu sur un truc, c'est quand les autres parlent. Ah oui. Quand les autres parlent, moi j'aime trop faire ça. Souvent t'es derrière, t'es dans le champ de la caméra. J'aime bien être à fond, tu vois. Je suis le bon copain derrière. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui prenaient juste les trucs. Bref, ça me fait. Bah ok, on a noté le conseil. On va travailler notre aura farming. Alors je suis désolée, peut-être que ça va. C'est contre. Oui, peut-être que ça va sonner rabat-joie. Vas-y. Mais moi j'avoue que si je vote pour quelqu'un, je vais surtout regarder son programme. Bien sûr. Je sais que c'est pas ce que tout le monde va faire et je sais que dans le jeu des réseaux sociaux, on est éventuellement obligé de faire ça. Mais moi, j'ai extrêmement de mal avec la personnalisation de la politique dans le débat public. Ouais. Surtout qu'actuellement, bon, je n'aime pas le principe, mais actuellement, je trouve que ça profite beaucoup à des personnalités comme Jordan Bardella, qui sont assez photogéniques, assez populaires auprès de la jeunesse. Et je trouve que, bon, c'est la politique moderne. Depuis Sarkozy, on a une sorte de, je sais pas, fête de la politique où il faut être un personnage. Il y avait le dîner du Fouquet avec Sarkozy, ce genre de choses. Et je sais que c'est des images marquantes. Mais moi, j'ai beaucoup de mal avec ces... Et c'est peut-être vieux jeu, hein, peut-être que j'ai 25 ans, mais que je pense comme une personne de 75 ans. Mais moi, j'ai énormément de mal avec ça. Mais tu crois pas qu'on peut faire les deux? C'est-à-dire considérer que, vas-y, pardon, il y a un point d'entrée. Par exemple, parfois, tu as des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la politique. Et peut-être que parce qu'ils vont trouver une attitude sympa, un mot sympa, bah, ils vont ouvrir leurs oreilles, ils vont s'intéresser au truc. Et à la fin, ils vont entendre le discours et après, ils vont être convaincus. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt de la même idée que toi à la base. Mais je me dis aussi, par exemple, la différence qu'il va y avoir entre Jordan Bardella, pour prendre cet exemple, et quelqu'un de la France Insoumise, c'est que nous, on va parfois utiliser ça comme manière d'ouvrir la porte. En fait, la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce que derrière, il y a du fond? Est-ce que derrière, il y a du contenu ou pas? Et parfois, tu dois jouer la carte pour venir ouvrir les oreilles des gens. Le souci, c'est qu'avec Bardella, par exemple, il n'y a pas de fond. Ah, bah, y a rien et les gens viennent quand même. Et donc, moi, j'ai quand même du mal. Je suis désolée. Non, mais vas-y. J'ai du mal quand même, globalement, à ce que ça fait à la politique. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très sérieux. Et c'est pas du tout un jeu. Même si je sais que, voilà, pour avoir des électeurs, il faut éventuellement jouer la communication moderne. Ce genre. Même Gabriel Attal le fait. Je sais que tout le monde le fait. Mais j'avoue que moi, j'ai du mal avec ça. Non, mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Parce que nous, moi, je m'occupais de la communication numérique de Mélenchon et ensuite de la France Insoumise pendant 10 ans presque. Maintenant, tu te et je vais recommencer, je rempile. Et moi, un des trucs qu'on a toujours essayé de faire avec Jean-Luc, c'est en fait, on utilise les réseaux sociaux pour faire passer notre programme, nos mesures, nos orientations stratégiques, indépendamment du système médiatique, comme on est en train de faire là. En fait, là, on est en train, on a un échange, ça permet d'avoir une relation directe avec les gens et de venir sur des sujets de fond. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis sur il faut que derrière, il y ait du contenu. Et c'est pour ça que je pense que Bardella est extrêmement faible en réalité, et je vais y venir un peu. Et après, chaque réseau social a sa grammaire différente. Par exemple, Twitch, si jamais on ne parle pas avec le chat, c'est même pas la peine, ça sert à rien. Les gens, ils viennent pour pouvoir parler. TikTok, il faut faire des trucs courts et qui sont sur des trends, etc. Chaque réseau social a une grammaire. Je pense que le truc qu'il faut réussir à faire à chaque fois, c'est utiliser la grammaire du réseau social, s'en servir, ce que tu disais, faire la porte d'entrée. Mais nous, on a une spécificité par rapport presque à tous les autres, en fait. Mais c'est qu'à la fin,
t'as pris ça, t'as pris la grammaire, mais c'était pour dire un truc de fond. Une fois de temps en temps, on va faire un truc qui est un peu blague. Des fois, c'est même pas nous qui le faisons, hein, c'est des gens qui prennent des trucs qu'on a fait nous, on s'est même pas rendu compte, tu vois, Laura Farmiga, je savais même pas ce que c'était, on fait des trucs, on s'en est même pas rendu compte, ça fait marrer tout le monde, et d'un seul coup, ça devient une vidéo où toi-même, tu vois, tu dis j'ai fait ça, et où, bon, je te coupe en parlant de ça, pardon. question du chat, est-ce que Léo Mans fait de Laura Bespierre? De Laura Vespierre, hein, pas mal. C'est pas mal. Mais voilà, et donc, mais en fait, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que nous, on ne pourra gagner, et par ailleurs, on ne pourra gouverner que si les gens maîtrisent ce qu'on a envie de faire et le partagent en fait ce qu'on a envie de faire. Parce que le jour où on arrive au pouvoir, en fait, c'est là que commencent les ennuis. Le jour où on arrive au pouvoir, il va y avoir l'intégralité des marchés financiers qui vont nous attaquer. Donc si les gens ne sont pas un petit peu convaincus du programme et prêts à se mobiliser pour l'appliquer, bah... Tu vois, c'est une différence quand même majeure. Évidemment, c'est pas la seule et tout nous oppose. Mais tu prenais Bardella comme comparaison. Mais le principe de Bardella, c'est qu'il a besoin d'avoir une base électorale qui est une base électorale qui ne réfléchit pas. Donc en fait, nous, y compris si on veut pouvoir appliquer notre programme, si on peut pouvoir changer la société, l'idée qu'on se fait de la société, elle s'appuie sur un peuple qui est un peuple en mouvement, qui s'intéresse aux enjeux politiques, qui se mobilise, qui s'active dans la société pour faire vivre la solidarité, etc. Donc on a besoin... En fait, nous, de toute façon, on ne pourrait pas. Même si on décidait de faire le choix tactique d'essayer juste de faire de la com, ben, en fait, on se cirait notre propre... le siège sur lequel on est assis. Donc moi, j'ai jamais considéré, si tu veux, les éléments de la communication politique comme devant prendre le dessus sur le fond. D'ailleurs, à la France Insoumise, on n'a jamais travaillé avec des communicants. Et toutes les formations politiques travaillent avec des communicants extérieurs. Nous, on a toujours travaillé avec des militantes et des militants qui font de la communication. Et c'est tout à fait différent. Après, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis pas là pour vous faire perdre quoi. Non. Mais attends, c'est une super discussion. Elle est super. C'est juste une réflexion globale sur la tournure. Et ça ne concerne pas que LFI, ça concerne vraiment tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est vraiment le tournant. Et on le voit encore plus dans la politique états-unienne. C'est le tournant que la politique prend au niveau du divertissement. Et moi, je sais que par exemple, ça m'est déjà arrivé de partager par exemple des openings d'animés, mes versions politiques. Mais je me dis que, en fait, c'est pas bien, ça participe à quelque chose de globalement qui n'est pas bien et qui transforme absolument tout en spectacle. Et donc je sais qu'il faut le faire pour ne pas perdre, mais je trouve ça problématique dans son ensemble. Après, comment dire, ça fait partie de choses que les gens attendent. C'est-à-dire, moi j'ai jamais de mépris d'une manière générale pour les pratiques culturelles des gens. C'est-à-dire, je vais pas dire ça c'est de la bonne culture, ça c'est de la mauvaise culture, et le fait d'aller regarder des vidéos sur TikTok, bah en fait des fois on peut considérer que c'est des choses qui sont je sais pas quoi stupides ou voilà, mais en fait s'il y a des gens qui le regardent, il faut s'intéresser à ça comme un outil culturel. Et moi je trouve que c'est justement un des trucs qui est les plus difficiles à faire, mais c'est comment tu fais pour utiliser cet élément culturel, t'insérer dedans, mais en fait, pas te ridiculiser toi-même. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que si jamais on transforme la vie politique en un truc où c'est vraiment que des blagues tout le temps, bah ouais, je partage complètement ce que tu dis, c'est-à-dire à la fin, on est dans l'Assemblée nationale et en fait, on y est pour faire des blagues. Non, c'est pas ça qu'on essaye de faire. Après, nous, on a peut-être tâtonné aussi dans notre rôle dans l'Assemblée nationale, parce qu'on est des militants politiques qui sont habitués à être dans du combat, et le rôle de député et d'entrer dans l'Assemblée nationale a fait qu'il fallait qu'on soit tout en même temps, c'est-à-dire à la fois qu'on ne perde pas notre côté, on est des gens qui combattent, et ça il y a eu plein de choses qui se sont passées, par exemple quand Sébastien Delogu brandit le drapeau palestinien dans l'Assemblée nationale, on peut se dire c'est de la politique spectacle ou je sais pas quoi, non c'est pas vrai, le monde entier s'est dit il y a des gens en France qui font des trucs comme ça, c'est incroyable. Donc on a permis de faire rayonner la France en fait avec cette action-là. Et il faut réussir à faire à la fois ça et en même temps être des gens qui montrent qu'ils sont prêts à gouverner et qui sont sur des dossiers de fond, qui font du travail de qualité, ce qu'on fait depuis maintenant. Ça fait combien de temps qu'on a un groupe, c'est 2017 le premier groupe qu'on a, et en fait sur 8 ans, 9 ans presque maintenant, on a réussi à faire la démonstration que